la France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Imaginons un seul instant, on vous prête, vous, 12 000 milliards d'euros de France, enfin, on vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même puisque vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. J'ai dit, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêt seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, la France, un seul exemple, donc, ces intérêts rapportés en faveur de la France plus déçue, elle va aller prêter cet argent aux Africains, tabour battant, en mutant tous les journalistes, on s'en va aider les Africains. C'est-à-dire qu'on s'en va prêter l'argent des Africains aux Africains. Mais d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, avec donc la France a des revenus de cet argent-là. Ensuite, prêter aux Africains. Mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte. Il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc, on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça, l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Vous citez François Mattei, d'ailleurs, les propos, pour rester 2 secondes sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine. Il déclare « La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA ». Donc c'est assez parlant. C'est assez parlant et c'est sans doute vrai, parce que il faut rappeler que le franc CFA était, on va pas remonter à la création du franc CFA. Au début, on a indemnisé les gens qui avaient des esclaves dans les colonies. On leur a donné de l'argent. Et avec ça, on a fondé une banque à Dakar, et de cette banque est sorti le franc CFA. Donc quand même, l'origine du franc CFA est assez particulière. C'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Bon, après, on a dit de la communauté financière africaine, parce que c'est aussi beaucoup plus joli, et la sémantique compte en politique. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue, après l'occupation allemande. Elle était exsangue. Donc il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères. Avec le franc CFA, vous avez pratiquement gratuite. Donc ça a été le fondement du redressement français. Il faut le savoir. Ça a participé au redressement français très fortement, très fortement. Donc si on le perd, avec tout ce que ça comporte, je vais donner un exemple. Quand il y a dans un pays comme le Nigeria, qui a une monnaie qui fluctue, il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui s'en sont retirées parce que leurs dividendes avaient fondu. C'est-à-dire leurs bénéfices qui étaient au Nigeria se retrouvaient à zéro. La France a négocié, Air France a négocié. Eh bien, dans les pays du franc CFA, ça ne varie pas. C'est-à-dire que les entreprises françaises peuvent investir, savent qu'elles vont retrouver à terme leur argent. Donc c'est aussi une grande sécurité pour les groupes français pour travailler là-bas. Un des éléments que je voulais signaler, c'est que c'est une technique mise en place pour faire ce qu'on appelle la mise au pas des dirigeants africains. Sinon, c'est ce que moi j'appelle la violence nazie encore. Pourquoi? Parce que tous ceux qui, d'une manière ou tous ceux qui ont eu à aspirer à la souveraineté de leur pays, que ça soit, comme Sankara, Djibo Bakary du Niger, qui devrait prendre le pouvoir parce qu'il était le président du parti Sawaba. C'est lui qui devait prendre le pouvoir. Comment il s'appelle? Eh bien, Djibo Bakary. Mais en tout cas, Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes et il l'a obligé à fuir le Niger et en lieu et place son ami Amani Dioré. C'était en 58. En 1958, ça a été le cas de Sékou Touré. Je ne vous fais pas un dessin. Sékou Touré, il a dit non, quand on est souverain, on est indépendant, on bat sa monnaie.
général de Gaulle, lui a créé tous les problèmes. On a même déversé sur la Guinée des faux francs français guinéens pour pouvoir... Des faux francs guinéens. Des faux francs guinéens. C'est-à-dire qu'ils ont semé la panique monétaire. Pour pouvoir désorganiser les barbouzes, quoi. On fabriquait une panique monétaire. Hein. Puisque le temps nous est compté, on va aller très vite. En 62, il y a eu Modibo Keïta du Mali, qui a battu monnaie. Eh bien, toutes les tracasseries, tous les ennuis lui ont été créés, avec même la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait la France, mais je ne vais pas les citer volontairement. Eh bien, à la fin des fins, Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison, empoisonné et mort en prison. Ah ben oui. Ensuite, en 1963... Et le Mali est revenu dans le franc CFA. Voilà, et finalement, on a obligé le Mali à revenir dans la zone franc CFA parce que c'était le mauvais exemple à ne pas suivre. Combien de pays en pourcentage aujourd'hui sont dans la zone franc CFA sur le continent africain? Non, il y en a 15. Ce sont ces 15 dont nous parlons. 15. Ensuite, essentiellement en Afrique de l'Ouest. En Afrique, non, en Afrique de l'Ouest et en Afrique et en Afrique centrale. Vous retrouverez tous ces exemples dans ce livre hein, qui est passionnant. Hein. On les présentera à la fin. En 1963, il y a eu Sylvanus Olympio du Togo. Le 15 janvier 1963, il devait mettre sur la place publique la monnaie du Togo. Eh bien, 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Parce que justement, il veut battre monnaie. Après, il y a eu, en 1975, il y a eu Ngueta Tombalbaye du Tchad. Eh bien, parce qu'il voulait battre monnaie, il a été bombardé par l'armée française, par les bombes françaises, et il est mort dans son palais. Ensuite, vous connaissez l'histoire de, comment on appelle, Kadhafi. Qui on la connaît très bien. Peu importe tout ce qu'on dit, mais nous sommes dans le domaine de la monnaie. Il voulait créer la monnaie africaine. C'est-à-dire la Banque centrale africaine avec la monnaie africaine. Par voie de conséquence, le franc CFA allait disparaître. Vous savez ce qui est arrivé. Et enfin, je prends le cas du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Rappelez-le, s'il vous plaît, ce qui s'est passé à Kadhafi. Parce qu'il y en a peut-être qui... Non, mais on le sait. Il a été assassiné. Le cas du président Laurent Gbagbo. Comme on voulait absolument que le président Gbagbo ait des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, on a fermé, lors de venue de Paris, on a fermé sans sommation, sans préavis, toutes les banques commerciales qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, imaginez un seul instant. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous voulez retirer l'argent. Vous ne pouvez pas payer ni les salaires, ni les fournisseurs. En un mot, votre entreprise, vous faites faillite. Votre entreprise est bloquée. Vous êtes un ménage. Vous voulez retirer de l'argent pour nourrir la famille, payer les médicaments. Vous ne pouvez pas. C'est tout le système des encaisses qui est bloqué. Mais c'est la France. La France a le moyen de fermer les banques commerciales ivoiriennes. Bien sûr, c'est qui détient la monnaie. Si Nicolas me permet, j'ai vécu. Qui détient la monnaie. Écoutez bien. Y compris les banques commerciales ivoiriennes. Oui, bien sûr, puisqu'il y a la solidarité aussi. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Parce que quand on dit la BCC, c'est bien la BNP. La Société Générale, c'est bien la Société Générale. Et par commodité, et non, pas par solidarité, quand toutes les autres banques commerciales ont fermé. Conséquence, Monsieur le ministre, de cette fermeture des banques, l'État de Côte d'Ivoire prend le contrôle de ces banques. Alors, il met des mesures en place. Est-ce que ces mesures-là sont ponctuelles ou, quand vous dites naturalisation, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on n'a jamais utilisé le terme naturalisation. Nationalisation. On a pris ni nationalisation. On a pris le contrôle de ces banques par une participation totale et complète dans le capital. Ça veut dire de quoi? Ces entreprises. En plus simple. Ça veut dire qu'en termes clairs, ce sont des sociétés d'État par transfert de propriété. Comme on dit à Bobo, c'est pour nous. Voilà, c'est pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est pour ça ne va plus changer. C'est déjà décidé. D'accord. Ça ne bougera plus. D'accord. Cette décision est irréversible. Très bien. Et donc, je veux dire, dans un pays, vous savez, le président de la République n'a jamais voulu même, il n'a jamais pensé prendre une telle décision.
Il y a été Jamais. contraint. Mais monsieur le porte-parole... C'est-à-dire qu'on l'a amené à prendre cette décision. Ce n'est pas une si mauvaise chose, hein, monsieur le évidemment, porte-parole. ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Les deux banques, c'est-à-dire quand vous prenez la BCC et la SGBCI, ça concentre pratiquement 28%, 30% des déposants en Côte d'Ivoire. Donc c'est la plus grosse partie. Qui peut le plus en quelque temps, peut le moins en, je dis, 10 fois moins de temps. C'est pour ça que nous avons décidé d'attaquer les plus gros. C'est une question de stratégie et de tactique. Et lorsque nous aurons lancé aujourd'hui, depuis un certain temps, la BCC, je crois depuis hier, la BCC est ouverte au public. Et bien d'ici la fin de la semaine prochaine, avant le 15, eh bien la SGBCI, siège central, c'est là son temps, sera ouvert au public. Mais entre-temps, nous sommes en train de préparer des décisions pour les autres banques. Et nous discutons naturellement avec les Ivoiriens qui travaillent dans ces banques pour voir concrètement quelles sont les dispositions. Nous avons des réponses. Très bien. Dans peu de temps, eh bien, les Ivoiriens découvriront ces réponses-là. Que les Ivoiriens ne s'inquiètent pas. Qui peut le plus, peut le moins. Ce qu'on a fait pour la BCC et pour la SGBCI, si c'est ça la solution, eh bien, nous ne manquerons pas de prendre la bonne décision pour les Ivoiriens. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avant tout l'intérêt supérieur du peuple souverain de Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et je me demande aujourd'hui, si par extraordinaire la France revenait à revoir sa position, est-ce que l'État ivoirien peut décider de lui rétrocéder ces banques-là? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, pour le moment, on a pris une décision, je dis ferme et irrévocable, parce que relevant de la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. Eh bien, les discussions qui peuvent s'engager, eh bien, ça sera peut-être d'autres discussions. Mais le préjudice que le peuple de Côte d'Ivoire a subi, il y avait des Ivoiriens qui avaient des parents à l'hôpital, qui ne pouvaient plus prendre de l'argent. Il y avait des Ivoiriens qui avaient tout leur argent dans ces banques, qui n'avaient même pas